Framont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, vous êtes aussi le co-rédacteur en chef de Frustration Magazine, vous avez été assistant parlementaire, et là vous venez de publier Saint-Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme. Et donc on vous pose quelques questions pour Canal Pourpre à l'occasion de votre venue à la librairie La Colline des Livres à Bergerac. Alors ma première question est la suivante, elle est peut-être un petit peu vague, mais selon vous, de quoi Luigi Mangione est-il le nom, dans la mesure où on pourrait penser, en voyant le titre, etc., on pourrait peut-être vous accuser, j'ai vu que ça avait déjà été fait dans certains médias évidemment, de glorifier une forme de violence gratuite du moment qu'elle s'en prend à une élite économique. Pour vous, en fait, cet événement Luigi Mangione, qu'est-ce qu'il incarne, qu'est-ce qu'il symbolise ? Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène, pas la personne. En fait, la personne dont on ne sait pas grand-chose. Donc, il est présumé, il est accusé d'un meurtre d'un PDG américain de l'industrie des assurances santé. Et pour moi, qu'est-ce que ça incarne ? Eh bien, c'est qu'à partir du moment où toute une partie de la population tolère et célèbre un meurtrier présumé, ça veut bien dire que moralement, la barre a été mise très basse de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire qu'on est prêt à tolérer un certain niveau de violence contre un système qui est particulièrement violent. Et l'affaire Luigi Mangione, c'est le syndrome de ça, de ce phénomène-là. Et c'est ce phénomène-là qui m'intéresse. Et évidemment, les questionnements qu'il suscite. C'est-à-dire pas simplement cette affaire, mais ce qu'elle nous fait, en quoi elle nous fait nous interroger sur, d'abord, la violence du capitalisme auquel son acte apparemment répond. Et puis sur comment faut-il y répondre. Si ce n'est par cette violence-là, il y a bien d'autres choses qu'on peut mettre en avant pour y répondre. Alors justement, ça m'intéresse parce que on peut dire d'une certaine manière que cet ouvrage est aussi une réflexion théorique sur la violence et ses usages. Et notamment en conclusion, vous choisissez de distinguer deux types de violence, ou en tout cas deux modalités de la violence du capitalisme, à savoir la première violence directe, celle qui est la cible de Luigi Mangione, à savoir les morts directes ou indirectes causées par les politiques du capitalisme, notamment dans le secteur des assurances. Et puis vous dites qu'il y a une deuxième violence qui est le recouvrement de la première violence, qui est le fait que cette violence finalement n'est jamais dite, est toujours minorée, est toujours... voilà. Et est-ce que vous pourriez un peu... parce que j'ai l'impression que vous vous attaquez notamment beaucoup à ce deuxième niveau de violence. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu les rouages et les modalités de cette deuxième violence ? Oui, bien sûr. Cette deuxième violence, c'est la violence du déni, voire de l'inversion. Le déni, c'est quand on nie une situation, donc on n'en parle juste pas. Et puis l'inversion, c'est quand on attribue aux victimes la responsabilité de leur propre malheur. Donc dans le cas du système de santé, par exemple, on va aller attribuer aux personnes la responsabilité de leur propre maladie, on va lier ça au mode de vie, par exemple, alors qu'en fait, derrière, vous avez tout un système qui est défaillant. Donc ça, c'est pour moi un des aspects des choses. On pourrait parler de la violence au travail, par exemple. La violence au travail, il prouvait qu'elle contribue à une augmentation, dans le cas de la France, mais ce n'est pas que en France, d'une augmentation des troubles psychiques, que ce soit la dépression, l'anxiété chronique. Et donc, par rapport à une situation comme ça, le récit dominant, ça va être, il faut que les gens apprennent à faire face à leurs émotions, qui travaillent sur eux-mêmes, qui prennent sur eux, qui résistent mieux au stress, etc. Ça va être ça, la principale façon dont on va parler de ce problème-là, et pas des politiques de management mises en place dans des entreprises de toute taille qui s'attaquent à l'intégrité et à la dignité des salariés, par exemple. Dans le livre, vous accordez, j'ai l'impression, une place assez importante à l'épisode des Gilets jaunes. Et c'est vrai que quand on lit votre livre, par exemple, c'est difficile de ne pas penser au cas Christophe Détinger, par exemple, ce qu'on a appelé parfois le boxeur gilet jaune, et qui, pareil, avait subi cette espèce peut-être de disproportion dans le traitement de son fait de violence isolé à lui par rapport à une répression peut-être systématisée des manifestations et des troubles. Est-ce que, pour vous, du point de vue de l'expérience qui est la vôtre, est-ce que pour vous, il s'est joué quelque chose de particulier, ou est-ce que les choses ont accéléré au niveau, pour les deux types de violences qu'on mentionnait avant, au niveau des Gilets jaunes? Est-ce que c'est un truc charnière? Oui, c'est probablement un événement charnière dans notre histoire sociale. C'est une rupture dans une sorte de routine qui s'était installée, la routine de la mobilisation sociale classique, qui est extrêmement encadrée, qui est prévue à l'avance, dont tout le monde, y compris et surtout les dominants,
les gouvernements, puis le grand patronat connaît les modalités et peut prévoir par avance. Donc c'est une journée de grève par-ci par-là qu'on peut budgéter même s'il le faut. C'est une manifestation. Toutes nos villes, on connaît le parcours. C'est généralement toujours le même rendez-vous. Donc pour les pouvoirs, quels qu'elles soient, il n'y a plus d'éléments de surprise, il n'y a plus d'éléments d'incertitude sur la contestation sociale. Les Gilets jaunes, ils ont créé ces éléments d'incertitude dans leur modalité d'action. C'était imprévisible, ça a été extrêmement évolutif. On est parti d'une mobilisation très très sage, d'ailleurs célébrée par les pouvoirs publics, avec quelque chose de tout à fait hors contrôle à caractère insurrectionnel, que ce soit à Paris ou ailleurs. Et aussi, en termes sociologiques, c'était pas la même population que d'habitude. C'est pas la population qui a l'habitude et la culture familiale, par exemple, de se mobiliser. On va dire la population des militants de gauche. C'était complètement autre chose. Et donc, il y a un nouveau pan de la population dans les générations actuelles qui s'est politisé. Et ça laissera sans doute des traces. Et ça a créé aussi une peur chez nos dirigeants, peur qu'on a revue cet été quand il y a eu l'annonce du mouvement du 10 septembre. Je crois que les gouvernements ont eu plus peur de ce mouvement avant même qu'il ait lieu. Voilà. Donc ils ont eu plus peur que nous, on croyait pouvoir leur faire peur. C'est ça que cet épisode des Gilets jaunes crée. Il a créé une trace dans la mémoire collective des deux côtés de la barricade, on va dire. À un moment donné, dans le livre, vous parlez de votre parcours donc, dans les institutions officielles du pouvoir, alors bien sûr avec une fonction particulière qui était celle d'assister à un groupe parlementaire de contestation, et vous décrivez bien cette manière en fait dont la sphère du pouvoir, qui est très liée évidemment à la sphère de la production capitaliste, elle anesthésie d'une certaine manière. Vous en faites même l'expérience, vous dites finalement, au moment où moi j'accède enfin à un statut, quelque chose, on se sent un peu anesthésié. Est-ce que ça vous rend pessimiste sur la capacité de ces structures, qu'elles soient syndicales, politiques, qui pourtant se revendiquent de la contestation, à pouvoir intervenir finalement peut-être aussi efficacement que Luigi Mangione, c'est-à-dire à avoir un tel impact et à faire peur? Ça me rend pas pessimiste, mais ça me rend défiant. Donc mon expérience, comme beaucoup de gens, j'ai fait ce métier 2 ans. Certains le font moins même. C'est un métier très usant, très aliénant, et qui permet de voir de l'intérieur les institutions et qui du coup crée aussi, quand on est quelqu'un d'engagé, qui peut être très démobilisant. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est le caractère corrupteur du pouvoir et de son décorum. Mais ça, tout le monde est au courant. Je veux dire, je pense que les gens qui nous écoutent se disent pas, ah, c'est incroyable, j'avais jamais vu les choses comme ça. Au contraire, hein, dans la population française, particulièrement dans les classes laborieuses, on a une très grande défiance de la politique, précisément pour ça. C'est-à-dire qu'on ne croit pas que des gens puissent nous représenter dans les conditions matérielles dans lesquelles ils sont mis. Et je ne crois pas ça non plus. Je pense que les conditions matérielles dans lesquelles vous évoluez déterminent en grande partie vos façons de percevoir les choses. Et pourquoi on a rapidement des politiques qui, par exemple, sont plus capables de donner le prix d'un ticket de métro, d'une baguette de pain ou le montant du SMIC, c'est précisément qu'ils évoluent dans des conditions de vie où l'argent n'est plus du tout un problème. Et ça, pour moi, c'est un problème, précisément. Parce que l'expérience de l'argent est un problème, c'est une expérience majoritaire. Que ceux qui nous représentent, qui sont censés porter nos voix, ne la fassent plus, rien que ça, c'est difficile. Puis après, il y a un paramètre géographique qui est très connu aussi. J'apprendrai à personne que tout ça se passe à Paris, dans un quartier très particulier de Paris, un quasi no man's land, le 7e arrondissement, et que donc les gens n'ont plus de contact physique avec la population, ou alors ils l'ont de façon très stéréotypée, par exemple en allant serrer des mains sur les marchés de nos petites villes. Et on sait bien que les marchés de nos petites villes, on n'y croise pas toute sa population, par exemple. Donc voilà, ça me rend défiant au sens où je crois que cette question de ce que le pouvoir vous fait, de ce que les institutions vous font, elle n'est pas assez traitée par les partis et les syndicats d'ailleurs, qu'elle a été mise de côté, alors même qu'elle a été extrêmement traitée par le mouvement ouvrier. Je veux dire, dans les années 1945, les députés communistes, par exemple, ils reversaient toutes leurs indemnités aux partis et on leur reversait l'équivalent du salaire d'un ouvrier qualifié, par exemple. Donc c'est bien que cette question-là, elle était très importante à l'époque. Et comme par hasard, c'est aussi à cette époque-là qu'on a eu les politiques sociales les plus ambitieuses. Alors je ne dis pas que ça fait tout, mais c'est quand même une grosse partie du problème. Et moi, ce qui m'alarme, c'est pas que ce problème existe, c'est qu'il ne soit pas traité par les organisations. Peut-être une dernière question. Il y a un parallèle qui est inattendu et qui est à la fois un côté stimulant dans la lecture. Vous faites un parallèle entre l'ouvrage de Michelle Obama, Devenir, intitulé juste Devenir, et qui donc sort une sorte de mythologie finalement un peu
du transclasse, qui a réussi à s'élever par son parcours et donc à naviguer entre les institutions et la reproduction sociale. Et puis vous dites, finalement, qu'est-ce que ce serait un devenir Luigi Mangione? Alors évidemment, pas devenir un assassin, mais justement, plutôt que d'épouser et de contourner du mieux qu'on peut ce jeu-là, aller le briser. Est-ce que pour vous, de votre point de vue de sociologue, d'intellectuel, est-ce que vous pensez que c'est peut-être là le potentiel politique de Luigi Mangione, qui donc est un saint, comme vous l'expliquez, mais qui du coup est un saint au sens où il doit inspirer quelque chose? Oui, cette partie-là, en fait, si j'ai parlé du livre de Michelle Obama, c'est que c'est un immense succès littéraire, des millions et des millions d'exemplaires vendus à travers le monde, et qui porte en lui une très forte idéologie néolibérale. À savoir, certes, le monde est injuste, mais des parcours individuels étonnants, faits de personnes qui sont à la fois normales et extraordinaires, c'est toujours comme ça, permettent de transcender les frontières de classe. Ça, ce récit, c'est un des récits qui existe et qui est d'ailleurs très présent dans la littérature française, c'est le récit des transfuges de classe. Bon, ce récit produit des identifications et les identifications alimentent des croyances. Et peut-être que ce que je me disais, c'est que du côté des gens qui ont des convictions plus révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il ne faut pas simplement qu'un individu contourne les barrières de classe, mais il faut abattre les barrières de classe, peut-être qu'on n'a plus tant de récits qui peuvent alimenter des croyances. On a des croyances, on a des livres, on a des théories, il y a toute une production auquel je contribue, mais peut-être que c'est insuffisant. Et donc quand je disais devenir Luigi Mangione, c'est comment ce genre de personnage-là, en tout cas aux États-Unis, et c'est déjà le cas, devient une sorte de mythe, de personnage qui incarne à lui tout seul ce que serait autre chose, c'est-à-dire un refus radical et absolument contestable sur le plan moral, mais en tout cas d'un refus d'une sorte de... Moi, je dis c'est un grain de sable dans la machine, quoi. C'est-à-dire que, alors qu'on a l'impression que tout tourne toujours dans le même sens, que globalement les puissants resteront puissants, que les pauvres resteront pauvres, là, on a une vengeance de classe qui s'exprime en pleine rue de New York, probablement une des capitales du capitalisme mondial. Et donc, cette histoire-là, peut-être fera partie des contes, en quelque sorte, de la contestation de l'ordre dominant. Et il y a d'autres personnages, je parle des hors-la-loi américains, par exemple, le Robin des Bois, quoi, ces figures de Robin des Bois qui existent à travers l'histoire et qui nous montrent que peut-être qu'il y a d'autres façons désirables de vivre et que la révolte peut être une façon désirable de vivre. Ça me semble important. Merci beaucoup. Bonne présentation pour après. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.